Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. Pars du principe que ta première idée sera toujours une idée de merde. En fait, pour moi, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a les oui mais et les allez vas-y. C'est un modèle qui est entraîné à produire le prochain mot le plus probable. La boîte a été créée officiellement le 18 juillet 2023. On a levé au total 1,7 million. Et notre objectif, c'est d'en faire un leader international. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'intelligence artificielle avec James, cofondateur de Clark, une start-up bordelaise spécialisée dans l'IA générative pour les équipes de support client. ChatGPT, vous connaissez maintenant, non ? Eh bien, James a utilisé cette techno pour en faire un business. Et il nous raconte son parcours. Depuis ses débuts dans la finance, en fusion-acquisition, jusqu'à la création de Clark. Et comment ils sont passés de 3 personnes en juillet de l'année dernière à presque 20 aujourd'hui. Avec ce beau portrait d'entreprise, on vous raconte un cas très concret d'utilisation de l'IA dans notre quotidien. Et ça se passe à Bordeaux, au bassin à flot. Allez, on demande à Siri de démarrer son ordi et c'est parti pour une heure de découverte sur les technologies de demain. Go! Salut James! Salut Hugo! Merci de nous accueillir chez Clark, dans vos locaux, à Bordeaux. On est là aujourd'hui pour parler nouvelles techno, on est là pour parler IA, depuis le prisme donc, de ton entreprise dont tu es associé, fondateur aussi. Absolument, tout à fait. Les deux. Donc Clark, vous êtes une vingtaine de personnes. C'est ça aujourd'hui, vous faites de l'IA générative. Exactement. On va essayer de démocratiser tout ça, expliquer tout ça de façon simple, qu'on puisse comprendre, et puis parler un peu de l'histoire de Clark, parler de l'impact de l'IA en fait, dans notre quotidien à tous. Et on va démarrer par une petite présentation de James. James, est-ce que tu peux nous dire ton âge et d'où tu viens, s'il te plaît ? Merci beaucoup pour l'accueil sur ton podcast. C'est toi qui m'accueille. Jusqu'à nous. Ouais. Et donc l'accueil chez nous, donc c'est top. Super moment à partager ensemble. J'ai 37 ans. Je suis marié et papa de 3 enfants. Ok, ça fait du monde. Ça fait du monde. Ouais. Le dernier est né il y a 6 mois. Donc, ça met de l'ambiance. Ça met de l'ambiance. Ok. J'ai grandi en banlieue parisienne. Dans une grande famille, c'est aussi probablement pour ça que j'ai voulu autant d'enfants. Ok, reproduire un peu le schéma. Reproduire un schéma familial. Alors on s'est arrêté à 3 et je pense qu'il n'y en aura pas de 4e, alors que nous on est 4 frères et sœurs. Bon ça je vous laisse vous débrouiller avec madame, c'est vos histoires. Et j'ai grandi en banlieue parisienne, endroit où je suis resté jusqu'à il y a 7 ans. Ok. Et il y a 7 ans, avec ma femme qui, elle, a grandi en Normandie, on s'est posé une grande question quand notre fils a appris à marcher et qu'il a fait le tour de l'appartement parisien rapidement. 30 secondes après avoir appris à marcher. On s'est dit que c'était tôt pour avoir déjà découvert tout l'appartement. Et donc là, peut-être qu'il fallait bouger. On s'est posé plein de questions à ce moment-là et c'est pour ça. C'était quelle année, ça ? 2016. Ok. Donc pas le lien jusque-là avec le Covid, effectivement. C'était avant. Enfin, donc les envies d'ailleurs, en tout cas, sont arrivées avant. Les envies d'ailleurs sont arrivées avant, absolument. En fait, les envies d'ailleurs sont arrivées dans une séquence où j'étais à une charnière dans ma vie professionnelle. Ok. Tu bossais dans quoi à ce moment-là ? J'étais en fonds d'investissement, en capital développement, ce qu'on appelle le LBO. Donc on achète des entreprises avec effet de levier. L'objectif, c'est de les faire grandir et de les transmettre à d'autres. Et donc j'étais dans cet écosystème et je suis arrivé dans cet écosystème un peu par une suite logique de choses. Ouais. Et j'avais un petit peu oublié mon rêve d'avant. Et mon rêve d'avant, quand j'étais tout petit, c'était un jour d'inventer quelque chose. J'avais l'impression qu'être inventeur, c'était... c'était trop cool, quoi. C'était trop cool, ouais. Et c'était un métier. Et donc... T'avais qui t'avait inspiré ou quel projet t'avait inspiré ? Alors, moi, l'inventeur le plus proche de mon entourage, ça a été mon grand-père qui avait inventé une table de ping-pong pour jouer tout seul. Et donc c'était une table de ping-pong avec un manche et tu jouais au ping-pong tout seul comme ça. Et il avait déposé une lettre INPI. Et donc ça me paraissait à la portée de tout le monde d'inventer quelque chose. Et je m'étais dit en fait tout le monde peut inventer. Et puis progressivement en grandissant, mes parents nous ont toujours éduqués dans une philosophie de la stratégie de la porte ouverte. Donc mon père, il a dit la stratégie des portes ouvertes, c'est tu vas faire ce que tu aimes le plus, là où tu es dans ta zone de génie, ta zone de confort, et tu te fermes aucune porte. Ok.
Et j'arrive en terminale, puis j'adore 2 choses. J'adore la santé de façon générale, donc je veux faire médecine comme la plupart de ma famille. Ok. Puis il y a ma grande sœur qui vient de faire médecine, et puis j'ai vu que ce qu'elle avait fait en première année, ça ne l'intéressait pas trop. Ok. Et j'adore les maths et la physique. Et en fait, les maths et la physique, quand on adore ça en terminale, on va en prépa. Et donc je suis le premier de ma famille à faire une prépa, je vais en prépa. Et puis je réussis ma prépa et je finis en école d'ingé. En fait, en école d'ingé, révélation. Tu l'as fait où ton école d'ingé? Sur Paris? Ouais, en banlieue parisienne, banlieue Est, près de Disneyland, c'était aux Ponts et Chaussées. D'accord. Donc à Champs-sur-Marne. Et là, en fait, j'adore décortiquer une entreprise, j'adore voir ce qui se passe dedans, j'adore le business associé. Donc je quitte un petit peu mon précaré des maths et de la physique. Ouais, c'est pas trop ingé, je veux dire, en plus de base, comme approche. Exactement, c'est pas trop ingé. Et donc j'applique des méthodes d'ingé dans un univers business. Et donc c'est là que je débarque dans la finance par suite logique de choses, parce que c'est l'endroit où je vais faire voilà. Et je vais faire 6 ans de carrière dans la finance. Donc dans un premier métier, plutôt en accompagnement dans des processus de fusion-acquisition. Et la suite logique de ça, c'est le LBO mid-cap. Donc ce que je faisais. Ah, c'est des gros sujets techniques, fusion, acquisition et tout. C'est très technique, beaucoup de modélisation. Donc quand tu es junior dans ce type de métier, tu travailles toute la nuit. Donc plein d'anecdotes. Où d'ailleurs, il y a un jour où on avait rendez-vous avec ma femme à 20h. Et puis en fait, je suis rentré à la maison à 4h du matin. Et donc ma femme avait eu l'occasion de faire toute sa nuit dans des apéros, des sorties. Excuse-moi, je suis en retard. Excuse-moi, je suis un peu en retard. Et c'est vrai que je me suis même réveillé plus tôt le lendemain pour retourner bosser. Donc elle m'a dit, bon, est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais? J'ai dit oui, j'adore ce que je fais. Et elle m'a posé cette question-là plusieurs fois dans ma vie professionnelle. Et arrive le moment où je suis dans ce métier de LBO Midcap et j'adore ce que je fais parce que je suis au contact d'entrepreneurs qui ont créé quelque chose, qui ont inventé quelque chose, qui l'ont amené dans des niveaux stratosphériques et ils nous transmettent tout ça. Et donc je le vis comme un MBA, vraiment comme une continuité de ma formation. Et j'adore apprendre. Et en fait, dans cet écosystème, je remarque que je ne pense pas forcément de la même façon que les autres personnes dans ça. Moi, je le fais par passion. Ouais. Et il y en a qui font ça plus par... ce que je peux dire à pas du gain? À pas du gain. Voilà. Et d'ailleurs, dans mon... Ouais, c'est juste. Ouais, c'est un peu ça. C'est absolument juste. À pas du gain avec autre chose. Et donc, il y a même des anecdotes où certaines personnes qui m'entendront penseront aux personnes auxquelles je pense. Mais... en fait, l'objectif de beaucoup de personnes dans cet univers-là, c'est d'être riche, in fine. Et donc, il y a 2 façons d'être riche. Et donc là, je cite quelqu'un avec qui j'avais eu l'occasion de travailler. C'est de gagner plus et de dépenser moins. Et donc, chaque jour qui se passait, cette personne cherchait à gagner plus et dépenser moins. Ça devenait maladif. Et en fait, je ne me suis pas projeté dans cette vision. Ouais. Et donc, ce que je faisais, j'appréciais, mais je n'étais pas animé par la même flamme. Et donc, on a cette discussion en 2016 où... Je suis recruté dans 2 autres fonds. Je dois décider si j'y vais, si j'y vais pas. Et puis si j'y vais, c'est parti pour 8 ans. Et là, ma femme me dit, pause. Ok, prends le temps. Est-ce que tu as envie de faire tes 8 prochaines années dans un métier comme celui-là? Et là, cas de conscience, et en fait, on a cette discussion et elle me dit, je pense qu'il est temps de réfléchir à ce que tu as envie de faire. Et donc, je réfléchis. En fait, ce que j'aime faire, c'est... aller transformer des choses dans une entreprise, c'est il y a plein de choses que j'ai faites, c'est créer l'innovation dans une boîte qui n'a pas pu en faire, c'est transformer un centre de coût en centre de profit, ça veut dire que quelque chose qui fait que dépenser de l'argent finit par produire de l'argent aussi au sein d'une entreprise, c'est faire émerger des choses qui n'existaient pas avant, faire parler des personnes qui n'avaient pas l'habitude de se parler, qui ne parlaient pas le même langage, ce genre de choses. Et c'est marrant parce que t'as envie de faire tout ça, donc c'est-à-dire que tu as conscience un peu de tout ce qui se passe dans les boîtes, en fait, au global. Mais à côté de ça, toi, tu vois, en caricaturant un peu le truc, tu es quand même derrière ton quotidien, c'est d'être derrière ton ordi, et tu vois, c'est pas forcément d'être dans les boîtes, tu vois, pour lesquelles tu bosses. Et absolument. Et en fait, à ce moment-là, je suis dans le 8e arrondissement, derrière un ordinateur, en suivant des boîtes. Par exemple, il y avait une boîte qui était à 3, et donc je la voyais jamais. Mais elle était à 3, elle avançait, et puis moi, je suivais des plans d'action, puis on faisait des plans stratégiques, des choses comme ça. Ouais. C'était passionnant, et vraiment, je dénigre pas du tout ce métier, j'adore ce qui est fait, mais je me sentais trop loin du terrain, et en fait, j'avais l'appel de l'opérationnel. J'avais besoin d'être dedans. Et ma femme me dit, écoute, là, il y a Alphonse, le premier, là, qui a fait le tour en 30 secondes de l'appartement. Est-ce qu'on n'irait pas chercher plus grand? Et donc, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, elle en Normandie, donc on dit, en fait, Paris... s'il n'y a pas besoin de faire ce métier, on peut peut-être aller choisir un autre endroit. Et là, on regarde, on réfléchit. C'est sur un métier comme ça, c'est quand même... Alors,
faut avoir soit tu acceptes en fait de partir de Paris, mais c'est pas des métiers que tu retrouves à Marseille, à Bordeaux, à Strasbourg ou à Lille, quoi. Bosser dans la fusion-acquisition en France en tout cas. Il faut, il y a Paris, il y a Lyon sur des secteurs très spécifiques, et puis sinon en Europe, c'est à chaque fois dans les capitales. Ouais, c'est Londres. C'est Londres. Et donc c'est vrai que Paris était la ville idéale par rapport à notre écosystème, par rapport à nos copains, par rapport à nos familles, et donc il n'y avait pas de débat finalement, c'était là où il fallait être. On lève cette contrainte et on dit et si on partait? Et là on dit ok, on fait chacun notre liste des villes dans lesquelles on aimerait aller. Et chacun de son côté. Et on finit avec le même top 3. Et le top 3 c'est Bordeaux, Lyon, Madrid. Pour plein de raisons. Et puis, on se dit, en fait, les raisons, c'est pas être trop loin de la famille, on est tous les deux très famille, pas s'éloigner trop des copains, et puis... cadre de vie. Voilà, faire un level up cadre de vie. Et là, on se regarde, on dit, Bordeaux. Et c'était un peu avant la vague Bordeaux. Alors, il y avait déjà, on n'était pas les premiers à bouger, mais on n'était pas non plus... Il n'y a pas la LGV encore. La LGV, ça a été juste après. Donc, les premiers allers-retours qu'on a fait, c'était plutôt 3 heures et 3 heures et demie que 2 heures. Ouais. Et donc, il y avait déjà Alphonse, et donc il fallait l'occuper pendant plus longtemps. Quand on a eu la LGV, waouh! On a utilisé moins d'autocollants pour l'occuper. La technique des autocollants, incroyable. Marche bien. Et donc on dit, ok, go pour Bordeaux. Et à ce moment-là, on décide d'aller à Bordeaux et moi je regarde les entreprises qui y sont. Et j'avais eu un petit déclic et c'est drôle, quand on achetait une boîte en LBO, on faisait un audit de maturité digitale d'une entreprise. C'est-à-dire que concrètement, il donnait une note entre 1 à 10, savoir où elle en était en maturité digitale. Puis je me rendais compte qu'on lisait ces notes mais on ne savait pas ce qu'il y avait derrière. Et donc je me suis dit, Bordeaux, digital, Cdiscount, leader français du e-commerce, combat contre Amazon. Et donc, je postule chez Cdiscount et le process va super vite. Donc, je postule en juillet. Sur quoi comme type de job chez Cdiscount? Donc, je suis arrivé à la direction de la stratégie. Donc, c'est un poste de coordination, ce qu'on appelle PMO dans le jargon. C'est comment faire en sorte que des métiers travaillent de façon... orienté dans la même direction pour exécuter un plan d'action qui va servir les intérêts de tout le monde. Et donc mettre du lien, quoi, un peu quelque part entre différents services. Dans une entreprise qui a énormément grandi. J'arrive chez Cdiscount 1500 personnes et donc avec des BU et faire en sorte que les BU travaillent ensemble. Donc non pas qu'elles n'aient pas envie de travailler ensemble, c'est qu'elles n'avaient pas forcément le temps, l'énergie, les objectifs. Et donc il y a eu plein de sujets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Sur cette partie transverse, donc sur des parties marketing, sur des parties supply, ça veut dire supply c'est logistique et transport, etc. Et puis là, révélation, logistique, ingénieur, et puis avec quelqu'un d'extraordinaire. On t'a envoyé à Cestas un peu Et donc voilà, Cestas. Et donc j'ai travaillé dans une équipe formidable, j'ai rejoint une équipe. Et en fait, cette équipe, on était capable de déplacer des montagnes, c'était incroyable. Et cette aventure, elle a duré 6 ans chez Cdiscount. Et dans cette aventure, il y a 2 grandes choses auxquelles j'ai pu participer. Le premier, c'est créer le programme d'Open Innovation chez Cdiscount, duquel sont sortis plein de startups, dont Exotech, qui est une startup qui fabrique des robots qui circulent dans les entrepôts en 3 dimensions. Et donc j'ai eu la chance de travailler avec Renaud et Romain, les 2 cofondateurs. Et donc j'étais dans cet écosystème entrepreneurial, mais j'étais intrapreneur. Donc ça, c'est hyper important pour la suite de l'histoire. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est un moment où on se rend compte que Cdiscount a appris à faire des choses pour Cdiscount. Et en fait, on peut aller à l'étape d'après. Ce que Cdiscount a appris à faire pour lui-même, on pourrait le faire pour d'autres. Et donc, c'est là qu'on dit ce centre de coût, puisque ça ne sert que Cdiscount, on pourrait en faire un centre de profit et donc exécuter cette prestation pour d'autres. Et donc, c'est là qu'on s'est mis dans une dynamique de commercialisation d'activités. Mais toujours avec la casquette Cdiscount, du coup? Et toujours avec la casquette Cdiscount, mais en la cachant un petit peu, donc en disant on découpe et donc on fait une activité et ça s'appelle C-Logistics. Et donc C-Logistics, filiale de Cdiscount, à gérer en fait ces activités et gérer ses prestations pour donc il fait de la presta pour d'autres boîtes aujourd'hui autour des sujets logistiques. Ouais. Absolument. Ok, hyper intéressant. Ouais. C'est bien, t'as l'excitation de l'entrepreneuriat avec quelque part le confort en fait du salariat et tu as des moyens pour avancer sur des sujets. Tu démarres pas dans un garage avec 2 bouts de bois. Exactement. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est encore un héritage de tout ce que mes parents m'ont inculqué comme valeur. C'est
En fait, je suis sorti d'école, je suis sorti de ces process en étant un oui mais. En fait, pour moi, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a les oui mais et les allez vas-y. Et donc, j'avais toujours une bonne excuse pour ne pas faire. Et donc, je m'étais caché derrière le j'ai envie d'entreprendre, mais pas ouf. Ouais. Donc, j'intraprends. Et donc, pour intraprendre, en fait, on a tout le confort. Mais pas forcément. Là, tu as le confort, tu as les moyens, tu te mets pas, te mets pas à risque. Mais après, c'est vrai que quand tu as une famille aussi derrière, que il y a un moment, il y a des combats qu'il faut savoir choisir, quoi, peut-être. Absolument. Et c'est là que j'ai une opportunité qui se présente parmi l'accélérateur de start-up. Donc là, on est à 6 ans. Ça fait 6 ans que tu es chez Cdiscount. Là, on est en 2022. 2022. J'ai plusieurs fois entre 2018 et 2022, à partir du moment où l'accélérateur devient assez canon, il y a des entreprises qui me disent viens, rejoins-nous. Ah non, pas tout de suite. Rejoins-nous. Ah non, pas tout de suite. Et 2022, je cède un petit peu et hyper triste de quitter Cdiscount. Donc je dis, je ne quitte pas une aventure. Je rejoins une aventure. Et je rejoins cette aventure. Ça dure pas très longtemps parce qu'en fait, pour plein de raisons, mais je me rends compte que c'est pas ce que j'avais imaginé. C'est une ou des personnes qui avaient monté un projet, c'est ça ? Absolument. Qui était un stade un peu qui était un stade préparation d'une série A. Donc ça veut dire au moment où on est censé avoir vraiment atteint un product market fit, c'est-à-dire que le produit, on a vendu le même à plein de personnes et on est dans le moment où on a besoin d'injecter et d'accélérer. Et donc moi, j'arrivais dans cette aventure et on va pas rentrer dans le détail, mais il m'est arrivé une chose extraordinaire. C'est que j'ai rencontré Johan. Johan qui était arrivé donc 1 an avant moi, donc au bout de 3 ans de la startup, moi au bout de 4 ans de la startup. On a travaillé ensemble, on a fait des choses extraordinaires ensemble dans cette startup. Et un jour, on a eu le déclic, lui et moi, et on s'est regardé, on a dit, mais en fait, on est en train de faire un truc, mais pas notre truc. Alors que toi et moi, on est méga complémentaires. On s'est bien entendu dans les bons et dans les mauvais moments, et si on osait. À la différence de moi, lui, il avait déjà osé plein de fois dans sa carrière. Ouais. Avant. Petite anecdote, en 2008, lui, il est assis avec ses copains sur un canapé. Il est encore à l'université et il veut se commander une pizza. Et là, donc c'est les systèmes de t'appelles la pizzeria du quartier, quoi. Du quartier et en fait, ça marche pas. Et donc là, il dit j'en ai marre, je vais me faire une appli où je vais commander une pizza, ça va interroger et puis je vais pouvoir recevoir ma pizza, passer la commande. C'était au tout début de l'iPhone. Au tout début de l'iPhone, les applications. Et donc en fait, il a appelé ça Click et Croc. Et donc il a monté Click et Croc. Et Click et Croc a été vendu à l'une des plateformes. Et donc il a eu sa première aventure entrepreneuriale. C'est allé super vite. Et il a toujours eu ce truc de dire j'aurais pu faire un truc plus grand. Ouais. Et puis quand tu vois ce qui est devenu ce marché en plus aujourd'hui, je vais pas dire que tu peux avoir des regrets après, mais tu sais qu'au moins ça aurait pu t'amener plus loin, ailleurs en tout cas. Exactement. Et donc lui, on se dit, toi et moi, on est méga complémentaires, on sait pas encore ce qu'on va faire, mais on va le faire. Et c'est comme ça qu'on est parti. Et donc il y a le mariage avant l'idée. Il y a le mariage avant l'idée. Et donc là, on se tape dans la main, on sait pas ce qu'on va faire, mais on sait pas ce qu'on va faire. C'est incroyable. Et quand j'y repense... Et on sait qu'on va faire un truc, c'est qu'on va le faire à Bordeaux. Ouais, important ça. Lui, il est à Paris. Moi, je suis à Bordeaux. Son projet de vie, c'est de venir à l'époque dans les Landes. Okay. Et il dit, en fait, sur le chemin des Landes, il y a Bordeaux. Et Bordeaux, c'est canon. Projet de vie, projet de boîte. Et on a un match incroyable. On sait qu'on va faire un truc incroyable ensemble. C'est vrai que partir de Paris pour atterrir directement dans les Landes, il y a un petit choc des cultures. Quoi. Bordeaux, c'est peut-être un bon entre-deux. C'est un entre-deux qui est peut-être, en tout cas, une bonne étape intermédiaire. Et donc là, on passe en mode start-up. Et donc, start-up studio. Et donc, on pense à des idées. Et donc là, on cherche la bonne idée. Et vraiment, on est dans cette démarche. Mais quand j'y repense, je me dis, on veut... Donc là, je redeviens ce petit enfant que j'étais. Je veux inventer quelque chose. Je veux inventer quelque chose. Et donc, à chaque fois, je me disais, je veux penser à quelque chose que quelqu'un n'a jamais eu dans son esprit. Et donc, je réfléchis, j'ai plein d'idées. Et Johan a plein d'idées. Et puis à chaque fois, le truc s'arrête, s'effondre. Parce qu'on se rend compte que quelqu'un a déjà eu l'idée. On interroge un peu nos advisors, notre entourage, etc. Et puis à un moment, on a une idée. Une bonne idée. Et puis on soumet cette idée à l'un des... Dans notre réseau, on a des gens qui ont fait des trucs extraordinaires. Et alors, je ne sais pas si on a le droit de dire des gros mots ici, mais... un petit, s'il est léger, vas-y. Il dit, pars du principe que ta première idée sera toujours une idée de merde. Oh, ça va. Ça passe. Et donc, ça m'a toujours marqué. Et effectivement, ma première idée et les suivantes ont toujours été des idées de... Je ne reciterai pas quoi.
Et donc, on a continué comme ça. Et donc, on a eu une dynamique, on a impulsé un côté... on réfléchit sur une semaine à une idée à 80% de notre temps et on va défricher d'autres idées 20% de notre temps. Et donc, on raisonne comme ça, tac, 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 tac. Et donc, je vais chercher des gens dans mon entourage, il va chercher des gens dans son entourage. Et là, Nicolas, le 3e cofondateur de Clark, qui à l'époque, Clark n'existait même pas. Et puis, il n'est même pas encore dans l'équation. Il n'est pas dans l'équation, mais en fait, il était déjà dans des équations précédentes. C'est-à-dire que donc, il y a une équation qui est qu'on a fait la même école il y a 17 ans. Et donc, moi, quand je suis arrivé à l'école, il a été celui qui organisait mon why, donc mon week-end d'intégration. Donc, la première fois que j'ai vu Nico, il était avec un mégaphone en me souhaitant la bienvenue et la bienvenue à tous les autres. Donc, j'ai cette image de Nico qui accueille tout le monde. Donc, ça, c'était il y a 17 ans. Et puis, on ne s'est jamais perdu de vue et on a fait plein de... Voilà, lui, il a été chez Cdiscount aussi. Il est arrivé à Bordeaux 3 ans avant moi. Quand je suis arrivé à Bordeaux, il m'a déroulé le tapis rouge. Il m'a présenté à tous ses copains. Donc, on a eu un onboarding incroyable. Et on avait décidé qu'un jour, on monterait une boîte ensemble. Et on avait eu deux envies de monter une boîte ensemble. Une fois en été 2020 et une fois janvier 2022. Et à chaque fois, il y avait une petite raison qui faisait que ça ne marchait pas. Soit le sujet ne nous intéressait pas pour les 10 prochaines années, soit il nous manquait quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était un CTO, un virtuose, un techos qui est capable de faire et de leader une team. Et j'avais rencontré cette personne. Et donc là, je dis à Nico, écoute, j'ai rencontré cette personne, on réfléchit à plein d'idées, je te soumets mes idées. Et donc là, dans mon entourage, c'était drôle parce que dès que je pitchais mes idées, les idées de Johan, nos idées, le startup studio qu'on avait, chaque fois, il y avait un classement. Médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze sur chacune des idées. Et donc à chaque fois, je sortais d'un déjeuner avec quelqu'un, et poum, je rebattais les cartes, la médaille à chocolat redevenait la médaille d'or. Et donc là, Nico, lui, il adhérait aux idées, il disait, mais ça, c'est vachement bien. Moi, j'aimerais bien travailler avec vous sur ça, sur ça, sur ça. Et puis un jour, il me dit, écoute, par l'intermédiaire d'une copine d'ailleurs, qui dit, écoutez, Nico a une idée incroyable depuis un petit moment, ça s'appelle Super Agent. T'es dispo, Johan est dispo, mais parlez-vous de ce projet. Et donc là, Nico écrit un two-pager, vraiment un recto verso sur son idée qui s'appelle Super Agent. Et son idée, c'est de dire, on est dans un marché où les agents du service client ont une vie pénible, à répéter les mêmes choses toute la journée, tout le temps, à faire face à des insultes, etc. Dans un contexte d'avènement de l'intelligence artificielle générative. Et c'était avant, parce qu'il y a eu quoi, un peu un avant et un après en fin 2022, quoi, grosso modo. Absolument. En fait, il y a eu tout ce qui a été tenté avant l'ère de ChatGPT, quoi, grosso modo. Absolument. Donc, et tout ce qui a été rendu possible par l'avènement des LLM, enfin des GPT tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui ont rendu possible des choses qui étaient impossible avant. Et donc avant, l'IA d'avant, c'était de l'arbre de décision, c'était de l'entraînement, c'était des renforcements, mais qui fonctionnaient pas de la même façon. Et donc c'était un peu c'était Siri, un peu comme tu t'en servais au début, quoi. C'était un peu bête et méchant, ça comprenait plus ou moins ta phrase et ça te ressortait derrière une phrase préfaite un peu bateau, quoi. Grosso modo, c'était ça. Beaucoup trop basique. Et il y a eu l'an zéro, entre guillemets, sur ces sujets-là, qui est la sortie de ChatGPT. En tout cas, ChatGPT qui sort du bois. C'est quoi? C'est fin 2022, c'est ça? Fin 2022, tu as le 3,5 qui sort du bois. À ce moment-là, moi, je suis un profil hyper curieux. J'adore découvrir les choses et réaliser mes rêves. Et dans ma liste de rêves, j'avais 2 choses à faire. C'est je voulais écrire le livre de la rencontre avec ma femme. J'avais écrit un petit paragraphe pour ne jamais oublier la façon dont je l'avais rencontré. Et donc, j'ai utilisé 3,5 en mode ghostwriter pour m'aider à l'écrire. Ok. Est-ce que tu peux juste réexpliquer avec tes mots ce qu'est ChatGPT, peut-être pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas trop ChatGPT est une interface qui ressemble à l'écran dans lequel on envoie un message à quelqu'un, sauf que ce message, on ne l'envoie pas à quelqu'un, on l'envoie à un ordinateur qui vient calculer et il répond, cet ordinateur, la meilleure réponse possible par rapport à la question qu'on va poser. Et donc, c'est un modèle qui est entraîné à produire le prochain mot le plus probable. On est toi et moi ensemble, le contexte c'est ça. Si je dis bonjour, le mot le plus probable c'est Hugo. Et donc, ChatGPT va répondre avec cette probabilité. Donc, c'est des modèles qui ont été entraînés à remplir des trous, donc à remplir des textes à trous. Et donc, quand on lui soumet une question, son objectif c'est de proposer la meilleure réponse possible. Et donc, moi, j'utilise
cet algorithme pour échanger. Donc je lui pose une question, je lui dis tu es un ghostwriter, je souhaite depuis longtemps raconter l'histoire de la façon dont j'ai rencontré ma femme, voici le paragraphe de la façon dont je l'ai rencontré, et fais-moi un roman à la façon de Marc Lévy. Et puis j'essaye ça, et puis après j'essaye d'autres façons, puis j'itère, et à la fin j'ai un produit, je lui mets, et elle le lit, puis elle pleure. Et je dis waouh, incroyable. Et je dis un beau cadeau, ça fait plaisir. J'ai rien fait, ça a été fait en 30 minutes. Alors il s'avère qu'il y a quand même beaucoup de boulot, mais là je me dis ok, petite case cochée, et ça j'avais le temps de le faire, j'avais toute ma vie pour le faire. Et ça c'était à quel moment? C'était décembre-janvier. Ok. Décembre 22, janvier 22, le produit fini. En gros j'avais visé de lui offrir toute fin de l'année, et j'ai pris un peu de retard. Ensuite, 2023, là j'ai un rêve, mais pour le coup j'ai pas toute la vie pour le faire. C'est d'écrire les mémoires de mon grand-père. Et c'était un rêve que j'avais depuis 25 ans, d'écrire les mémoires de mon grand-père, qui fait toujours partie de ce monde et qui est en pleine forme. Il a toujours 93 ans d'ailleurs. Il aura fêté ses 94 en août. Je voulais raconter son histoire. Et donc dès que je lui offrais un cadeau dans sa vie, c'était un cadeau pour qu'il ait les moyens d'écrire son histoire et son aventure. Et en fait, je lui donnais la responsabilité, la charge de le faire. Et il n'a jamais eu le courage de le faire. Et là, j'ai dit, OK, on a ce produit qui arrive. Je vais l'utiliser pour écrire ce livre avec mon grand-père. Et donc, j'ai expliqué pourquoi j'avais jamais réussi. Et là, ChatGPT, donc ce fameux sujet où j'interagis, donc je lui pose la question, une question bien précise. Et là, ChatGPT me répond, en fait, il faut lui poser ces 22 questions. Et j'envoie les 22 questions à mon grand-père. Et mon grand-père part dans un tunnel où il adore répondre à ces questions. Et donc mon grand-père... Il fait quoi? C'est par écrit, il te le fait? Par écrit, donc on ouvre un Google Doc, on est sur Google Doc et il répond aux questions et on interagit ensemble. Et ma grand-mère me dit, il passe son temps à répondre, c'est génial. Et, Papy, 93 ans sur Google Doc, il est solide. Très 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 solide. Alors il s'appelle Peter et vraiment bravo. Peter, il est connecté quoi. Peter est connecté. Et donc ce livre, je finis par l'écrire et puis arrive le moment où en fait je suis prêt à le publier. Alors c'est une publication auto, il n'y a pas de code barre, je l'ai imprimé, je l'ai fait, j'ai reçu un carton, un exemplaire pour chacun de mes oncles et tantes et mes grands-parents. Tout le monde l'a lu et là tout le monde est trop content et en fait je suis content d'avoir réalisé ce rêve. Et donc je me rends compte qu'il est possible de réaliser des choses parce que j'ai pu tester dans les moindres retranchements, dans l'utilisation de quelque chose pour faire un petit peu le sparring partner. En fait, on vient dire, ton rôle c'est ça, fais ça, etc., etc. Et donc on voit le champ des possibles. Et donc là, à ce moment-là, Nico me présente son two-pager et à Johan également. Il me présente ce qu'il veut faire, sa vision. Et là, toujours autour de cette idée d'agent, de l'agent, du copilote pour l'agent, pour le service client. Ok. Et donc ce super agent. Donc en fait, il y avait eu cette idée qui avait été posée sur la table d'un côté, et toi en parallèle qui était sur l'écriture en fait des mémoires de ton grand-père. Donc tu testes en fait une partie de la solution, une partie de votre idée, tu es déjà en train de la tester avec des outils qui existent quoi. Exactement. Et en fait, il me dit toi qui as fait ça, qu'est-ce que tu en penses? Et là, je lui dis franchement, on peut y arriver. Et on n'est pas les seuls à s'être dit ça à ce moment-là. Mais on s'est dit, on veut le faire de façon pragmatique. Et donc là, Johan dit, écoutez, c'est parti, on va monter le premier prototype et on va se mettre en marche pour créer. Et donc, on itère sur Super Agent. Donc on est à Bordeaux, on avance. On a l'idée, on a quelque chose qui sort de l'eau. Et puis on commence à interroger le marché en disant... est-ce que vous voulez tester? Entre nous, on appelait ça des bêta-clients, puis après, on nous a dit que ça s'appelait des design partners. Donc, c'est des gens avec qui on a le droit à l'erreur, des gens qui sont prêts à tester une solution pour dire ce dont ils ont vraiment besoin. Et tu prends donc dans votre réseau tous les trois, dans le réseau, c'est ça? Absolument. Avec quoi? C'est des gens qui avaient déjà des sites? C'est des gens qui avaient sur des gros sites? Exactement. En fait, les trois premiers design partners les trois design partners qui ont permis de créer le produit tel qu'il existe aujourd'hui, c'est Immortal Game. Immortal Game qui est une plateforme de jeux d'échecs en ligne. Okay. C'est Voct, une plateforme de live commerce, une sorte de téléachat où tu peux vendre des produits, tes sneakers, tes cartes Pokémon à des personnes. Et le troisième, c'est Gringo, l'alternative française responsable à Airbnb. Et en fait, ces trois acteurs nous font confiance et nous disent, écoutez... on teste le truc. On ne sait pas combien on va gagner. Donc, on peut gagner plein de choses. On peut gagner de la productivité des agents. On peut gagner de la satisfaction client. On peut gagner du temps. On peut gagner plein de choses. Ils disent, on ne sait pas encore combien on va gagner, mais on fait confiance. On sait qu'à la fin,
on gagnera quelque chose. Ok. Et donc là, on y va. Et en fait, donc c'est comme ça, quelque part, que naît en fait Clark tout doucement, quoi. Exactement. Ouais. Alors, on dit tout doucement, mais en fait, c'est allé super vite. Et donc, très rapidement, on se retrouve à signer des contrats. Donc, on dépose les statuts. Donc là, on est quoi? C'était l'année dernière? Ça, c'était l'année dernière. Donc, la boîte, elle a été créée La boîte a été créée officiellement le 18 juillet. 2023. Ok. Oui, c'est récent. Ouais. Et donc, on démarre. Mais en fait, on a pris plein de décisions, sans s'en rendre compte à l'époque, qui sont des décisions qui font le succès d'aujourd'hui. Comme premièrement, on veut s'attaquer à un problème hyper compliqué, hyper complexe, hyper large. Il y a deux façons de le faire. Soit on veut résoudre le grand problème complexe et on s'y met dès maintenant et on va produire quelque chose qui va être utilisé pour la première fois dans 1-2 ans et peut-être qu'on sera à côté de la plaque. Ou alors on va découper ce grand problème complexe en plein de petits problèmes simples et dans ce cas-là, on va aller chercher des succès petit à petit. Ok. Et d'ailleurs, les premiers problèmes simples qu'on a été traités, on nous disait mais en fait ce que vous faites c'est hyper facile. Mais en fait c'est la suite des problèmes simples qu'on a été résoudre qui ont fait la robustesse du produit aujourd'hui. Tu nous donnes un ou deux exemples de problèmes simples justement adressés dès le départ? En fait, le problème simple qu'on a décidé d'attaquer, c'est de simplifier. En fait, quand on va accompagner des services clients, il y a l'asynchrone et le synchrone. Asynchrone, j'ai le temps de réfléchir. Synchrone, je dois donner la réponse en temps réel. Donc déjà, on dit, on va aller sur l'asynchrone. Deuxième partie, dans l'asynchrone, il y a de la voix et du texte. On a dit on va faire de l'écrit. On va se concentrer sur l'écrit asynchrone et on va mettre un rempart. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer directement une réponse. Automatiquement, on va la soumettre à l'agent, faire gagner du temps à l'agent et c'est l'agent qui va dire si c'est bon ou pas bon. Et donc en fait, on a simplifié cet exercice et donc ce droit à l'erreur qu'on a eu, ça nous a permis de prendre des décisions pour que le produit devienne de meilleur en meilleur. Et c'est le produit, il a progressé vraiment tous les jours grâce à ces décisions qu'on a prises dès le début, qui sont des décisions où on a pu éviter de dire en public au client final quelque chose qui était erroné, et donc on a pu faire évoluer un produit. Et donc on a toujours décidé de faire des choses de façon industrialisée. En anglais on dit scalable, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire deux fois la même chose. Donc ça veut dire qu'on ne va pas chercher à corriger ce problème-là très localement, on veut le corriger pour tous les futurs clients qu'on aura. Et donc on a fait des évolutions vraiment pour que ça fonctionne bien. Okay. Juste pour expliquer, c'est que dans un processus normal en fait, de service client, on a des agents, un agent, 10 agents, 20 agents, 50 agents qui sont dans des bureaux et qui reçoivent en fait, toutes les requêtes des clients, donc dans le cas que tu évoquais par écrit. Ils lisent en fait, ces requêtes écrites, ils réfléchissent à la réponse à apporter, ils la tapent, ils l'envoient au client. Et vous, Clark, ce que vous proposez, c'est... Exactement. Donc nous, ce qu'on propose, c'est quand l'agent ouvre la question du client à l'écrit, il a déjà la réponse pré-rédigée qui va tenir compte des processus à appliquer dans l'entreprise, qui va tenir compte de la personnalisation du message. Je suis sur un site, j'ai commandé ça pour l'anniversaire de ma fille, on vient présenter toutes les excuses par rapport à l'anniversaire de la personne qui attendait ce cadeau. Et on est un rempart aussi on est une sorte d'empathie naturelle, puisque forcément quand on est au service client, je suis désolé, et donc on vient prendre le recul nécessaire. Et donc ça veut dire que l'agent, quand il démarre sa journée, il démarre plus par un problème, il démarre sa journée par une solution. Et donc en termes de décharge mentale, c'est incroyable. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait imaginé mais sous-estimé. Pas à ce moment-là. C'est vrai que c'est des boulots qui sont quand même difficiles. Et donc Nico, justement, lui, a fait 15 ans de service client. Donc lui, il connaissait par cœur. Et ça a été notre, en anglais et dans le langage startup, on appelle ça l'unfair advantage. C'est quelle est la chose que nous avons que les autres n'ont pas sur le marché. Et quand tu décides de te lancer dans cet univers, il faut s'y connaître en IA, il faut s'y connaître en service client, il faut s'y connaître en software pour développer, et puis il faut avoir une vision business. Et on était l'association parfaite de ces 4 composantes. Et donc c'est ce qui nous a permis vraiment de lancer sans se tromper et de partir dans la bonne direction. Et donc on a été progressivement. Et donc au bout d'un moment, on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Et arrive le moment où je réalise ce que ma femme m'avait dit être le milestone en anglais, donc l'étape à franchir pour être un entrepreneur successful. Elle m'a dit, le jour où tu factures ton premier euro de chiffre d'affaires, on ouvre le champagne. Ça démarre bien, ouais. Et donc ce moment arrive au mois d'octobre.
Parce que là, tu étais encore en fait avec vos partenaires, vos designs. Exactement. Avec qui on a le droit à l'erreur. Et qui dit droit à l'erreur dit tu les fais pas payer, quoi. Voilà. Et donc à un moment, il y en a un qui dit ça y est, on a atteint l'objectif, on est prêt à payer. Ok. Et donc premier client en octobre de l'année dernière, Exactement. donc octobre 2023. Absolument. C'est ça. Et on arrive. Alors, on prend juste un moment pour. Tu nous expliques c'est quoi la photo de Clark en 2023, parce que là on a fait en fait on est parti bille en tête là, ça fait 35 minutes on est parti direct où on a déroulé en fait toute ton histoire et comment est-ce qu'on arrive à Clark. Est-ce qu'on peut considérer que Clark, voilà, en octobre 2023 t'as un produit, une boîte, un premier client, ça y est, la photo de Clark à cet instant là, donc Clark ça fait quoi? Ça propose une solution. Donc Clark à ce moment là c'est 3 cofondateurs, un produit qui est payé pour la première fois par un client, qui est en cours d'évolution sur les 2 autres, et on dit qu'on sera capable de commercialiser quand les 3 auront atteint les objectifs qu'on s'était fixés. Mais à ce moment-là, et ce produit-là, c'est la production du meilleur brouillon de réponse pour l'agent. Donc c'est la fameuse. Donc inspiré, c'est très bien expliqué. C'est vraiment la suite logique de tout ce qu'on a, et donc ça c'est vraiment notre première fonctionnalité, et c'est ce sur quoi on a travaillé. Je trouve que c'est un cas d'usage très concret d'une application business en fait, d'un outil comme ChatGPT, où tu te sers de ChatGPT pour lui soumettre automatiquement, alors de ChatGPT ou autre, mais de ce type d'outil-là pour soumettre en fait des questions, et on te propose automatiquement des réponses, et ça fait gagner du temps. Et il y a cette histoire par contre de charge mentale, c'est vrai que parce que les mecs ils sont rincés en fait au bout de X jours à se faire insulter, à traiter, puis t'as dit, c'est traiter des problèmes quoi. Exactement. Et en fait ils adorent faire ce métier pour résoudre les problèmes des gens, sauf qu'en fait la plupart du temps ils vont répéter la même chose, et donc ils se concentrent pas sur les tâches à forte valeur ajoutée, ou en tout cas celles pour lesquelles ils adorent faire ce métier. Et donc c'est une façon de les réorienter vers ces parties-là, et donc c'est notre vision depuis toujours, de dire que quand on part dans ce domaine-là, on veut mettre l'IA au service de l'humain, et on ne veut pas mettre l'humain au service de l'IA. Et ça, c'est notre vision, c'est notre étoile polaire, c'est vraiment ce que l'on veut faire. Et donc, on a tous eu des aventures où l'IA nous a servi à faire quelque chose, et on n'a jamais été au service de l'IA. Et on veut reproduire ça, et donc on veut être cet acteur qui va démocratiser l'IA, et donc rendre l'IA accessible à n'importe qui. Et on décide de le faire dans le service client, l'endroit où ça fait le plus défaut. Ouais, et puis il peut y avoir un énorme frein en plus au niveau du service client, parce que pour peu que tu connaisses assez peu finalement la techno et l'utilisation qui peut en être fait derrière, tu te dis presque que le service client c'est le premier cas d'usage où tu remplaces complètement les humains par une IA. Voilà. Alors que là vous arrivez avec le discours, non, on garde les humains. Oui. Et l'IA, c'est un super coup de main, quoi. Absolument. Et donc, tu as 2 types d'approches. Tu as ceux qui remplacent, qui pensent à l'autopilote, et tu as ceux qui pensent au copilote. Et nous, depuis le début, on est convaincus que c'est le copilote, et que l'agent est névralgique, et qu'il faut faire en sorte de le faire se concentrer sur là où il adore accompagner, aider. Et donc, c'est notre vision absolue. Donc, la photo de Clark, en octobre 2023, vous êtes combien? 3 cofondateurs. Personne d'autre. Et aujourd'hui, vous êtes? Et aujourd'hui, on est 19. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a décidé d'accélérer parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose. Et les gens autour de nous, les investisseurs, ont adhéré à cette vision qu'on avait dans un marché très encombré où il y a beaucoup d'acteurs qui ont la même idée que nous, mais n'ont pas du tout la même façon de l'exécuter que nous. Et donc, on a été faire un roadshow. Donc, un roadshow, c'est quand tu vas voir des investisseurs, et puis on a été lever des fonds auprès de ces investisseurs. Donc, la levée de fonds, elle a été amorcée en septembre, quand on commençait à voir, apercevoir un peu le truc, quoi. Que ça allait finir par fonctionner. Et on a finalisé la levée de fonds auprès de nos investisseurs au mois de décembre. C'est allé vite? C'est allé super vite. C'est allé super vite. Tu peux communiquer sur le montant de la levée de fonds ou pas? Alors oui, on a levé au total 1,7 million. Donc 1,1 million auprès des investisseurs, et le reste auprès de banques, dont la BPI. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cet argent dans ce cas-là? Et donc ce qu'on fait avec tout cet argent, et c'est là où c'est en fait, on est une boîte people first, et dans les people, donc ça veut dire qu'on a besoin de personnes, et ces personnes, c'est pour jusqu'à ce moment-là, il y a Johan qui avait développé 100% de la plateforme, et donc on a besoin d'autres développeurs ultra expérimentés, très très seniors, et donc autonomes et en capacité d'exécuter des choses en parallèle de tout le reste, de tout ce qui va se passer dans l'organisation. Donc on recrute des profils, donc des développeurs, du tech, quoi. Du tech, des vendeurs.
parce que notre produit est prêt à être vendu. Et donc, on commence la commercialisation en janvier. Et donc, il faut y aller. Et donc, il faut des profils seniors aussi qui sont capables de challenger le produit, de trouver la façon de le vendre, de l'expliquer, qui aiment la tech, etc. Et des personnes qui accompagnent tout ça, qui rendent le marketing possible. Donc, par exemple, on est avec Solène ici. Solène nous rend tout ça possible d'un point de vue marketing pour faire rayonner. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est de faire venir des gens à nous et puis d'aller voir des gens. Et puis, tu as beaucoup de gens qui doivent se dire aujourd'hui qui pourraient avoir besoin de vos solutions, qui ne savent pas forcément que ça existe, ou alors qui vont... y a pareil, cette espèce de barrière peut-être psychologique où l'IA c'est le démon, ou ça peut être ça, quoi. Et ça peut être ça. Et donc au fur et à mesure on comprend qui sont les clients, quelles sont les typologies de clients avec qui ça marche super vite, etc. Et donc on est dans cette dynamique où on recrute. Et là Nicolas qui lui avait fait participer au scale vraiment plus de back market, il avait l'habitude de recruter. Et il ne s'est pas posé de questions. À partir du moment où on a eu les signaux que la levée allait s'effectuer, on a démarré. Et donc, les premiers collaborateurs sont arrivés le 4 décembre et la levée a eu lieu le 6 décembre. Donc, on n'a pas perdu de temps. Mais on n'a pas perdu de temps. Et donc, ça a déroulé super vite. Progressivement, on a des personnes. Et donc, on a continué à recruter. C'était notre plan. Et en fait, on a été exécuter notre plan parfaitement d'un point de vue recrutement. On a été chercher les bons profils. On a pris les bonnes décisions. Et on a lancé la commercialisation. Et donc la commercialisation, en fait, si je dois résumer en deux étapes, côté commercialisation, donc les 3 personnes qui sont là ont en 5 mois de commercialisation, janvier-mai, ont vendu la solution à plus de 30 clients. Pas mal. On salue. Et tu vois, le Kakemono qui est derrière nous, en fait, à l'époque où on l'a fait, on n'avait pas encore tous les logos, donc ça y est. Il en manque quelques-uns. Tu vois qu'il a quelques mois de retard. Il faut un grand Kakemono et on va faire des logos plus petits. Donc ça, c'est le côté sales. Et côté tech, on avait un produit. Et maintenant, on a 4 produits. Ok, en 2 mots, tu nous expliques chacun. Concrètement, Hugo, tu parles plein de langues, mais disons que tu parles pas japonais. T'es agent du service client, quelqu'un te pose une question en japonais, Clark va produire une réponse en japonais. Mais ça t'aide pas tellement, parce que tu dois sortir de là, tu dois aller dans un traducteur, etc. Et donc là, on a embarqué une traduction directement dedans pour que ça travaille dans ta langue, que tu puisses modifier dans ta langue et que ça envoie la réponse finale dans la langue de la question du client. Et donc, ce qui fait que ça, fonctionnalité 1. Fonctionnalité, donc numéro 2, la première était le draft. Fonctionnalité 3, c'est quand on atteint un certain niveau de confiance dans la réponse, on l'envoie sans la soumettre à un agent, pour faire gagner du temps à l'agent. Et c'est des questions tellement simples. Exemple type par exemple, un merci message. Donc, quand quelqu'un va finir super, merci beaucoup de m'avoir aidé, là, on va envoyer quelque chose où voilà, je suis ravi. Et donc, c'est selon le code, selon le tone of voice, etc. Et donc là, on ne fait plus gagner quelques secondes, on fait gagner toutes les secondes de rédaction du message. Fonctionnalité 3. Et fonctionnalité 4, c'est avec tout ce qu'on a construit, on a une technologie qui nous permet de super bien comprendre les questions des clients et d'apprendre sans aucun entraînement spécifique chez nos clients. Parce que c'est ça la plus grande force du produit, c'est que si tu me présentes un client, demain, je suis opérationnel chez lui. Et ça, c'est hyper fort. Et on a monté un algorithme qui permet de faire ça. Et ce qui veut dire que je peux le faire selon les 3 premiers produits que je t'ai cités ou selon un produit qu'on a tous testé dans notre vie et qui n'a jamais marché, qui s'appelle le chatbot. Le chatbot, on a tous essayé de poser une question à un chatbot et on a tous eu une réponse un peu à côté de la plaque. Alors, il y a plein de raisons pour ça. La plus évidente, c'est qu'avant 2023, il n'y avait pas la Gen AI. Depuis 2023, il y a la Gen AI, mais depuis 2023... Gen AI, c'est... Generative AI, ce dont on parlait avec GPT, etc. Et donc, depuis 2023, il y a 2 façons de faire. Soit tu viens aider ton chatbot à identifier tous les cas dans lesquels il va être présent, ce qu'on appelle un arbre de décision. Soit tu trouves une alternative. Et nous, on a trouvé cette alternative qui vient auto-apprendre de tout ce qui s'est passé avant. Et avec des indices de confiance, plein de choses, etc. Et donc, c'est là. Et donc, ça, c'est le 4e produit. Et ce qui fait que nos clients utilisent 1, 2 ou 3 ou 4 fonctionnalités aujourd'hui. Et dans notre vision, on a pour objectif d'avoir en gros une dizaine de fonctionnalités qu'on appelle une plateforme. Et les clients vont activer les fonctionnalités de cette plateforme pour continuer à être meilleur d'un point de vue service client. Tu peux déjà nous parler d'une ou 2 fonctionnalités que vous avez dans les cartons ? Alors, par exemple, en fonctionnalité, aujourd'hui, Clark, tel qu'il fonctionne, si jamais tu me dis où est... j'ai pas été livré,
j'ai pas encore accès au statut de ton colis. D'accord. Donc là, ce qu'on va livrer dans les prochaines semaines, c'est on va interpréter le statut de ton colis pour pouvoir adapter la réponse en fonction de ton statut. Et donc là, on fait gagner encore plus de temps. Donc ça veut dire qu'on vient chercher un panel plus large de questions éligibles. Et puis d'autres exemples, c'est par exemple une catégorisation. Aujourd'hui, catégorisation, c'est quelque chose qui est très utilisé chez les services clients. Donc par exemple, toi, quand tu vas remplir un formulaire en ligne, tu vas dire j'ai un problème de remboursement, et donc tu vas dans le menu déroulant, etc. Et donc toi, tu vas déclarer en tant que consommateur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est utilisé par l'entreprise derrière pour aiguiller, pour aller plus vite dans la résolution. Mais si, donc toi tu vas pas le faire de la même façon que Martin, que Solène, que moi, et donc on va forcément avoir un biais dans la qualification. Ouais. Si je viens qualifier moi de façon neutre, objective et systématique, on va pouvoir en tirer des conclusions qui sont différentes. Ouais. Donc la catégorisation, c'est celle-ci. Et donc de l'assignation, donc ça veut dire que ce type de sujet, il est beaucoup plus, il est traité de façon beaucoup plus efficace par ce type d'agent puisqu'il est spécialisé, etc. Ouais, en fonction de la thématique que tu adresses, quoi. Exactement. Ok. Donc ça, c'est par exemple des exemples très concrets de ce que vous avez pour la suite. Est-ce que tu peux nous parler tu peux nous citer certains de vos clients ? Absolument. Donc on a plusieurs grands marchés. Le premier marché, c'est le marché des marketplaces de biens et services. Marketplace, c'est un endroit où je mets en relation quelqu'un qui a quelque chose et quelqu'un qui veut ce quelque chose. Et donc bien, c'est je vends ce produit, et service, c'est je mets en location ce service. Donc dans cet univers-là, on a par exemple Back Market. On a Cdiscount avec sa filiale Octopia. On a Click and Boat, plateforme de réservation de bateaux. On a Roadster, la même chose dans les caravanes par exemple. Ok. Donc ça, c'est des exemples dans cet univers-là. Puis on a dans le retail également. Dans le retail, on a Bash, la marque de vêtements. On a Asphalt, la marque de vêtements qui est à Bordeaux bordelaise aussi. Exactement. Donc on a ce type de clients. On a aussi par exemple Sensi, qui est le nouveau nom de l'anti-moins-cher.com, qui appartient à un groupe sur la partie. Voilà. Et donc en fait on a des clients hyper diversifiés. Oui, parce que tu peux t'adapter finalement après à n'importe quelle thématique, quoi. Donc c'est bien, c'est que le champ des possibles est assez large finalement après. Et en parlant de champ des possibles large, en termes de géographie, on a évidemment une implantation bordelaise, nationale et même internationale. Et donc à l'international, on a des clients en Pologne, aux États-Unis, au UK, en Inde. Et donc, que vous avez rencontré comment ? C'est l'opportunité. Donc il y en a celui aux US, c'est une vente croisée par rapport à sa maison mère qui est en France. D'accord. Donc on a vendu à sa sœur aux US. UK, c'est par le réseau. Ok. Pologne, c'est de l'inbound. C'est quelqu'un qui a vu parler de nous, qui a dit je veux vous essayer. Ok. Trop bien. Voilà, trop bien. Et Inde, c'est des personnes qui sont dans une entreprise et en fait, les agents sont en Inde et donc utilisent quotidiennement la solution en Inde. Voilà. Donc, donc en fait, vous êtes fait un petit voyage en Inde pour l'occasion ou pas ? Alors non, pas encore. Pas encore. On attendra d'avoir un peu plus de clients pour pouvoir assumer ce type de voyage et qu'il ait une utilité aussi. Ouais, j'entends. Aujourd'hui, justement, quand vous allez voir tous vos clients, c'est quoi la perception qu'ils ont aujourd'hui de ces outils-là ? Est-ce que finalement, ils pensent un peu tous la même chose, ou si c'est des visions très différentes qui se font du customer service via l'IA générative ? Alors, premier élément de réponse, c'est il y a vraiment des gens qui se disent il faut que j'essaye quelque chose. Et donc, il faut faire la différence entre quelqu'un qui veut essayer et quelqu'un qui veut changer les choses. Et donc ça, on a appris à faire la différence dans la façon dont on parle à notre écosystème. C'est quoi ? C'est par rapport à la façon dont ils te répondent, justement ? À la façon dont les clients réagissent, à ce que vous leur montrez ? Par exemple, déjà, le fait de faire payer le test, mais dans une position où les gens ne sont pas là que pour tester. Ils sont là pour changer les choses. Et donc ça fait un peu le tri aussi. Ça fait évidemment le tri. Et donc le fait de faire payer, mais tout de suite dans une position de j'ai envie de faire changer les choses et bouger les équilibres. Et d'ailleurs, j'ai un budget pour faire ça. Ça, c'est le premier point. C'est très concret. Deuxièmement, il
il y a des gens qui sont vraiment conscients des limites actuelles des solutions complexes et coûteuses à mettre en œuvre, et donc ils disent soit c'est la première fois que je vais essayer quelque chose, soit j'ai essayé d'autres choses et voici ce que j'ai pas appris, etc. Et donc on apprend de tout ça, et donc ça nous permet d'être hyper réactifs. Et donc d'ailleurs on a créé des fonctionnalités autour de tout ça pour faire la différence. Par exemple, quand on va se brancher chez un client, historiquement il n'avait pas l'outil pour voir le avant-après. Parce que le avant-après, ça peut dépendre de plein de choses. Par exemple, si tu es chez un client qui est très sujet à la période de Noël, il peut avoir une productivité qui explose pendant Noël parce qu'il y a plein de sujets à traiter. Ouais. Et donc, tu vas dire, mais est-ce que c'est Clark, est-ce que c'est pas Clark? Et donc, on a mis en place dans notre solution un système de test AB. Donc, ça veut dire que je ne vais traiter qu'une partie de l'échantillon et je vais mesurer la surperformance des agents sur l'échantillon que j'ai traité versus celui que je n'ai pas traité. Et donc là, c'est crystal clear. Et donc, ce sont des petites évolutions, mais cette suite de choses simples, à la fin, fait une solution qui répond à des problèmes complexes, y compris dans la prise de décision. Et donc, ceux qui décident, ils sont embarqués parce qu'en fait, ils voient, et puis il y a l'effet boule de neige de tous les clients qu'on a, et ils voient, et en fait, ils voient que ça marche. Ils voient que ça marche, et en plus, quand on leur dit c'est 5 minutes de branchement et demain c'est live, c'est vrai. Ouais, t'as envie de goûter quoi, tout de suite. T'as envie de goûter. Donc la perception globalement, elle est quand même assez. Je comprends, t'as deux typologies en fait de prospects / potentiels clients. Et finalement, ça avance vite avec ceux qui ont envie. Ça avance vite. Et en fait, eux, ils sont très regardants. Comme quand j'étais chez Cdiscount dans les entrepôts, où on proposait des innovations pour les opérateurs dans les entrepôts. En fait, mon objectif, c'était pas de remplacer les opérateurs dans les entrepôts, c'était de simplifier leur vie. Et donc, par exemple, avec Exotech, Exotech leur permettait de parcourir 1 km par jour plutôt que 15 km par jour dans des postes beaucoup plus ergonomiques, etc. En fait, on a gardé ces visions-là de dire, il faut qu'à la fin, ce soit l'agent qui ait envie de nous utiliser. Un peu comme Slack et tous les outils comme ça qui sont demandés par ceux. Donc, c'est marrant parce que c'est un sacré challenge au départ, quoi. Tu te dis. Méga challenge. Ouais. Et en fait, un jour, on a un de nos clients qui nous dit, écoutez, un jour, vous serez une marque employeur. C'est-à-dire que les agents. Je veux avoir Clark dans l'entreprise dans laquelle je vais bosser. Dans des entreprises dans lesquelles il y aura Clark. Ok. Là. C'est pour ça que je te dis, la décharge mentale, c'est quelque chose qu'on avait sous-estimé. Alors, on n'en est pas là. Tu dis, je suis comme les tickets au restaurant, quoi. Presque, je deviens un avantage. Ça serait, voilà. Donc, les RTT, les tickets resto et Clark. Ça serait une belle consécration. Non, mais c'est sûr. Ouais. Non, c'est clair. Et donc, ça, c'est la perception de vos clients, vous, donc ceux qui payent. La perception après des utilisateurs qui sont finalement, c'est toi, c'est moi, comme si on était, en fait, quand tu es client d'un site marchand, de n'importe quel site, et tu t'adresses à un service client, même si finalement ils ne voient pas que derrière le moteur c'est Clark, vous avez eu l'occasion d'échanger justement avec des clients qui... des utilisateurs en fait, ce qu'on n'a pas posé comme question, c'est est-ce que vous avez une différence, des choses comme... En revanche, ce qu'on a fait, c'est... on a dit, est-ce que vous êtes satisfait? Et donc, on mesure l'évolution de ce qu'on appelle la Customer Satisfaction. C'est la petite question que tu reçois à la fin d'un échange avec un agent. Okay. Et donc, ça fait partie, par exemple, des fonctionnalités qu'on a en tête, de dire, on voudrait mesurer la satisfaction d'un client en fonction de ce qu'il a écrit et non pas en fonction de la question que je lui poserai pour savoir. Et donc, le jour où tu as un indicateur sur 100% de ton flux en disant... Hugo arrive, il n'est pas content du tout, il est noté 1 sur 10, mais quand il repart, il est super content, il est noté 10 sur 10, ça vaut de l'or pour le service client. Alors que si tu arrives à 4 sur 10 et tu repars à 2 sur 10, c'est pas dingue. C'est pas dingue. Et donc, il y a toutes ces échelles-là, et donc, nous, on a posé en gros, les clients pour lesquels on travaille, on continue à poser les questions, et donc, ce que eux vérifient, c'est on veut que Clark fasse au moins aussi bien que l'échantillon témoin, si ce n'est mieux. Et chez beaucoup de nos clients, on fait mieux que l'échantillon témoin. Donc, ça veut dire qu'on répond plus vite, on met de l'empathie, on répond avec de la personnalisation, et donc en fait tout ça, ça compte beaucoup. Ok. D'un point de vue RGPD, ouais. C'est critique le RGPD, c'est-à-dire que quand on utilise une solution comme ça, donc gestion des données personnelles, des données personnelles, l'enjeu c'est de ne pas utiliser des données à caractère personnel qui ne soient pas utiles pour répondre. Par exemple, j'ai pas besoin de savoir
comment tu t'appelles pour produire une réponse. Parce que je veux pas biaiser. Tu vois, si je m'appelle James, tu t'appelles Hugo, il va y avoir un biais. L'algorithme va penser que moi je suis anglo-saxon. Et donc, tu vois, il ne faut pas avoir ce biais-là. Donc, ça veut dire qu'il faut corriger tous les biais qu'on pourrait avoir. Donc, ça, c'est dans l'obligation. Et donc, comment on fait ça ? C'est qu'en fait, 100% du flux qu'on va recevoir d'informations, on va retirer toutes les données à caractère personnel. Donc, les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, les adresses, et tous les éléments qu'il y a autour de ça, pour que ces informations-là ne soient jamais interprétées par l'intelligence artificielle qu'on orchestre. Ok, donc quand la solution Clark qui est branchée sur le site que vous utilisez, elle reçoit l'information, elle doit être dépouillée justement de ces informations personnelles. Absolument. On ne doit pas savoir que c'est James qui écrit. Exactement. Pour éviter que l'IA te réponde en anglais, quoi. Grosso modo, on vulgarise. C'est vulgarisé, simple, efficace, et donc c'est ce qu'on a mis en œuvre. Donc 3 principes, c'est anonymisation, pseudonymisation. La petite subtilité, c'est qu'à la fin, je dois quand même te dire bonjour Hugo. Donc ça veut dire que je dois le mettre dans un côté et puis le remettre dans la réponse. Donc c'est pseudonymisation jusqu'au moment où je le remets. Et la minimisation, c'est je n'utilise que les données exactes dont j'ai besoin pour répondre à cette question. Ok. Le futur maintenant. On a parlé du passé, on a parlé du présent. En termes de financement, donc tu me parlais justement de la levée de fonds juste avant. Clark, ça va évoluer comment ? Il y a encore besoin de plus de financement pour accélérer encore plus fort là, dans les mois qui viennent. Vous en êtes où là pour la roadmap finalement, tu vois, sur la fin 2024, 2025, je ne sais pas jusqu'à où vous avez tracé le trait. On est à un moment charnière où en fait on a trouvé cette recette qui fonctionne. On a le produit qui fonctionne et on a la recette qui fonctionne, et donc maintenant l'enjeu c'est d'aller encore plus vite, encore plus loin, encore plus fort. Aller plus vite vers une croissance, y compris à l'international. Donc ça veut dire la partie ceux qui vendent le produit, et aller plus vite sur la partie technique, donc les fonctionnalités dont je te parlais, pour viser ce fameux ensemble de 10 où je coche des cases. Ouais. Donc il y a les sales qui vont devoir aller décrocher le téléphone et peut-être prendre un peu le train ou l'avion. Exactement. Potentiellement. Ouais. Et les devs, il va falloir accélérer. Sur les fonctionnalités du produit. Et donc, ça, c'est 2 axes majeurs. Ça, c'est 2 axes majeurs. C'est les 2 axes majeurs. Donc, garder l'avance qu'on a sur le produit par rapport à un marché concurrentiel, tout en déployant encore plus vite cette roadmap, et aller adresser des clients plus largement en France et à l'international. Et donc, pour rendre possible tout cela, on envisage une levée de fonds d'ici la fin de l'année pour continuer à faire de la belle croissance. Ok, on se remettre le pied à l'étrier à nouveau sur cette partie financement. Et pour ceux qui seraient intéressés justement par l'aventure Clark, parce que franchement, j'ai envie de venir là, ça y est, maintenant, j'imagine que vous allez continuer de recruter aussi. Vous cherchez quel type de profil chez Clark, soit là dans les semaines qui viennent ou même dans les mois à venir, pour ceux que ça peut potentiellement intéresser? Alors on a des postes ouverts, donc le Welcome to the Jungle présente tout ça, mais le poste sur lequel on est en recrutement en ce moment, c'est un data scientist en stage pour accompagner les data scientists de l'équipe, pour qu'il aille défricher des sujets, pour qu'il aille explorer encore plus loin, etc. Donc c'est analyser la donnée. Donc c'est plus que ça, c'est aller trouver la façon de faire, d'aller explorer des débuts de sentier qui ont été recherchés par les personnes en l'adaptant à... Donc c'est pas forcément interpréter de la donnée, c'est aller faire de la recherche et développement un cran plus loin. Et donc pour trouver les bonnes choses, il faut aller défricher plein d'endroits. Et donc nos data scientists ont pris la décision de dire on voudrait avoir quelqu'un qui nous permette d'aller défricher encore plus largement. Et donc c'est 2 ingés brillants. Et donc si quelqu'un écoute et qui a envie de rejoindre cette aventure pour être piloté par ces 2 ingés brillants, qu'il n'hésite pas. Et puis évidemment, quand la levée de fonds aura été réalisé d'ici la fin de l'année, à ce moment-là, on cherche des profils sales, customer success, growth hacking. Donc ça, c'est sur la partie pipe développement commercial. Et puis après, sur la partie développement, c'est des développeurs back-end. Donc ceux qui vont vraiment constituer ce produit et puis continuer à renforcer les équipes autour de ces axes-là. C'est ça les grandes priorités. Ok, votre fonctionnement justement aujourd'hui avec toute l'équipe, c'est quoi? C'est beaucoup au bureau, c'est en remote aussi? Qu'on sache si on peut venir, si on n'habite pas à Bordeaux, si on peut venir chez Clark ou pas? Alors ce qu'on a voulu créer, c'est vraiment
un noyau dur, un endroit où on se sente à la maison tous ensemble. Et donc on se retrouve les lundis, mardis, mercredis au minimum, tous ensemble, au bureau. Et dans ces bureaux qui sont magnifiques. Magnifiques bureaux. Magnifiques bureaux. Franchement, c'est les plus beaux bureaux de Bordeaux. Et donc, on est là. Et ça, c'est hyper important. Ça crée une ambiance vraiment assez incroyable dans l'aventure qu'on est en train de réaliser. Ouais, je veux dire que ça participe vraiment aussi à l'esprit d'équipe, à l'aventure. Quand tu es full remote, c'est quand même un peu... Bon, c'est un point de vue très personnel, mais c'est plus compliqué quand même d'avoir cet esprit d'équipe. On a quelques personnes dans l'équipe qui sont full remote parce que c'est dans le game du dev, c'est comme ça. Marche aussi comme ça. C'est le cahier des charges du dev et le dev est très fort et il dit c'est mes conditions et donc tu dis ok. Et donc moi je me rappelle en tout cas ceux qui sont en full remote chez nous, je leur ai dit est-ce que tu vas être heureux, épanoui et en fait, pas de sujet. C'est pas un sujet. Et moi, j'avais fait dans la start-up que j'avais essayé de rejoindre où Johan était là, c'était une start-up qui était à Paris. Donc moi, je faisais l'aller-retour journée tous les mardis. Et j'avais l'impression de passer à côté de tous les moments. Mais c'est un sentiment personnel. Non, mais c'est vrai, surtout quand tu as un moment où justement c'est hyper excitant, où tu as la boîte qui est en train de grandir. Aujourd'hui, c'est quoi? Vous signez des nouveaux clients toutes les semaines, quoi? Oui, toutes les semaines, ça signe des clients. Toutes les semaines, ça signe des clients. Donc, on a un channel Slack où on a la team sales qui dit voilà, j'ai signé. Et donc, à chaque fois, ça célèbre. Et puis, un autre channel qui est assez incroyable, c'est ce qu'on appelle le Customer Love, où on a les retours avec les verbatim de nos clients. Où, par exemple, il y a un de nos clients qui dit, alors je ne vais pas citer lequel, mais il y a un client qui dit le siège a été en grève pendant 2 jours. Et Clark a tout de suite appris de ces réponses-là parce qu'on a fait un modèle qui comprend tout de suite en fonction des messages qui vont passer. Et donc, en fonction de ça, les réponses qui ont été formulées dans le module de draft ont tenu compte de cette information toute récente, quelque chose qui aurait pris du temps à diffuser auprès de tous les agents en disant voilà le cahier des charges à respecter. Et donc, en fait, quand tu as des retours comme ça et que tu as les agents qui te disent waouh, trop bien quoi. En fait, là, tu fais du customer love. Ouais. Ça fait plaisir. Ok, des bons petits retours. Toi, en termes d'ambition perso, pro, on a parlé de la boîte, là, à ton titre, voilà, c'est quoi tes ambitions justement avec Clark? Jusqu'où tu te vois aller, toi à titre perso, mais aussi avec tes associés? C'est une question que tu t'es déjà posée? C'est une question qu'on se pose très régulièrement. On a, avec Johan et Nico, on se demande toujours... au début, quand on a créé, on a dit où irons-nous? Et régulièrement, on se dit jusqu'où irons-nous? Et est-ce qu'on est toujours aligné? Et en fait, on est complètement aligné. Et notre objectif, c'est d'en faire un leader international. Il y a un marché gigantesque sur lequel on peut faire vraiment un acteur international. Et en plus, le faire depuis Bordeaux et déjà avoir vendu aux US, au UK, en Pologne, en Inde, depuis ici, je trouve ça extraordinaire. Et j'avais eu l'occasion dans ma vie d'avant, avec Exotech, de remporter au nom de tous ces discounts le trophée David avec Goliath aux côtés d'Exotech. Okay. Et donc, à l'époque, ces discounts étaient le Goliath et Exotech était le David. Et là, je trouve que le fait d'emmener sur ce chemin Clark de David vers Goliath est quelque chose qui me parle énormément. Et je pense que j'aurai un sentiment de réalisation et de consécration quand on sera... le jour où je verrai pour la première fois apparaître quelque part sur une offre de recrutement pour les agents qu'il y a Clark comme outil, je me dirais qu'on a franchi une belle étape. Ouais. C'est cool, c'est clair. C'est clair. Parfait. Là sur Clark, ça nous donne une belle image. On a fait un beau tour effectivement de tout ce que vous faites aujourd'hui, de la dynamique dans laquelle est la boîte. C'est vrai que franchement, entre les locaux, le produit, l'émulation d'équipe... Et on fait des super off-site en plus. Tu vois, hier, parce que je crois qu'hier, vous étiez... Vas-y, avant le truc, on va au bout là. Hier, on était évidemment Bordeaux et à proximité du bassin. Donc le meilleur off-site qu'on puisse faire, c'est d'aller sur le bassin. Donc on a été faire une petite présentation de la roadmap, etc. le matin au bord de la plage. On a fait un déjeuner hyper sympa, toute la team, et ensuite on a été sur le bassin, on a pris un petit bateau, on a eu le rayon de soleil
parfait, au bon moment, au bon endroit, avec l'équipage qui nous a amené. Il nous a dit, je sais où il y aura un petit coin de soleil de 14h30 à 17h30. Paf, on était là-bas. Certains d'entre nous ont pris des coups de soleil hier après-midi. C'était vraiment canon et un moment hyper fédérateur pour l'équipe. Donc voilà, des retours exceptionnels, y compris de ceux qui sont en full remote et qui disent c'est quand même pas mal Bordeaux. Ouais. Ils sont où ceux qui sont en full remote ? Ils sont à Paris, enfin pas à Paris, c'est plutôt Asnières et des villes limitrophes, proximité. Ouais. Et il y en a un qui est à Pau. Ok. Donc proche de la nature, pour le coup. Et de la montagne. Et de la montagne. Un passionné de randonnée, sans doute. Passionné de randonnée, absolument. Ok, dans le mille, je ne savais pas. Trop fort. Bah écoute, on va parler un petit peu de... Enfin, on va terminer l'échange en parlant un peu de ton Bordeaux. Du coup, toi, James, il y a des questions que j'ai pas eu le temps de te poser au début parce qu'on est parti tellement... bien en tête, mais t'habites où toi déjà sur Bordeaux ? Comment t'as choisi le quartier ? T'as fait déjà des déménagements sur Bordeaux ? Comme on connaissait pas du tout Bordeaux quand on est arrivé, quand je suis venu passer mes entretiens ici, donc j'ai eu toute une journée d'entretien chez Cdiscount, 5 entretiens dans la journée. Okay. On était sur l'île de Ré avec ma femme en vacances à ce moment-là et notre fils. Mes parents ont garné notre fils. Ma femme est venue, elle a dit je vais en profiter pour découvrir Bordeaux. Okay. Et donc ma femme a découvert Bordeaux pendant la matinée. On s'est retrouvés au déjeuner, elle m'a dit s'il te plaît réussis tes entretiens, c'est trop cool Bordeaux. Toi t'étais en train de te faire rincer. Et là j'étais en train de me faire rincer et puis on se retrouve le soir et là elle me dit alors t'as réussi ? Je dis je pense que ça va le faire. Ouais. Et donc là, je me rappelle, on repart, on prend le pont d'Aquitaine pour repartir. Et puis là, je me rappelle, on écoute la musique Hotel California qui tombe. Et donc depuis ce jour-là, Hotel California est la musique qui me rappelle le moment où on a dit on débarque à Bordeaux. Alors qu'on était en train d'aller sur l'île de Ré, tu vois. Mais c'est le moment où on s'est dit waouh. Et Nouvelle-Aquitaine, French California en plus. French California, c'est un peu le surnom. Et donc, ça, c'est le moment où on prend la décision de venir et on ne connaît pas du tout. Et donc, on se dit, on va arriver à Bordeaux. Moi, je vais beaucoup bosser. Ma femme avait décidé de prendre un peu de temps pour s'occuper de notre aîné à ce moment-là. Puis en plus, le temps de trouver les modes de garde et tout. Et donc, on a dit, on va être hyper central. Et donc, on était une parallèle à la rue Sainte-Catherine, hyper cool. Une rue qui s'appelle la rue Paulbert, qui est vachement sympa, avec plein de petits cafés. Donc plein centre. Plein centre. Et on n'était pas dans la cohue de la rue Sainte-Catherine, on était dans un appart incroyable. Et d'ailleurs, l'appart il faisait 2 fois la taille de l'appartement parisien pour un peu moins cher. Pour 2 fois moins cher. Okay. Et donc on fait waouh, c'est incroyable cette ville. Et puis arrive le moment où dans un appartement, il nous manquait la chose qu'on était venu chercher, qui était l'extérieur, qui était le confort qu'on avait eu la chance d'avoir en banlieue et en Normandie, le jardin. Et donc là, on s'est mis à rechercher. Tous nos copains étaient plutôt chartrons, etc. Nous, on n'avait pas le budget. Et donc, on a cherché à aller dans d'autres endroits. Et donc, on a été un jour invité chez un copain de ma femme, un de ses collègues, qui est à Talence. Talence, nord de Talence, proche Nansouty en fait. D'accord. Donc c'est là, encore très... c'est quoi, c'est des petites échoppes justement, tout ce qu'on a ? Absolument, des échoppes. Et là, on se met à rechercher. On visite une première maison, rue de la Paix, incroyable. Mais voilà, trop compliqué, beaucoup de travaux. On visite une deuxième maison. Et là, coup de cœur. Et ma femme dit ouais, il faut faire ça. Elle n'est pas une pièce dans la machine. Quoi, et donc là c'est parti, on dit ok, on fait l'offre, accepté. Donc ça c'était en 2018. Et donc on fait les travaux dans notre maison, on est hyper bien, on est dans un quartier hyper cool. Donc en fait on a 2 quartiers de vie, soit le quartier de Nansouty, soit le quartier Forum à Talence. Donc ça c'est vraiment les endroits qui sont juste à côté de chez nous. Et on adore, c'est super bien. Et puis ça a une proximité avec la gare, donc hyper pratique. Donc je prends les petites trottinettes en libre service et je suis à 5 minutes de la gare. Donc quand je suis amené à aller à Paris, c'est pratique. Ok, tu fais souvent toi des déplacements sur Paris encore ou ça arrive ? Oui, dans mes 3 métiers que j'ai fait depuis ici, c'est Cdiscount, la start-up où j'étais, où je faisais l'aller-retour journée et Clark, ça reste très Paris. Ça centralise encore beaucoup le business, quoi. Ouais, bien sûr. Même si, tu vois, après, c'est vrai que ça nous tient à cœur, nous, avec le podcast, de souligner justement ce qui se passe à Bordeaux avec la sortie du bois de boîtes comme Clarks, justement, et d'autres. Donc c'est cool que, voilà, on voit qu'il se passe quand même plein de choses sur Bordeaux.
Après, c'est vrai que tu veux avoir en client une grosse boîte, généralement la décision, c'est sur Paris. Quand tu es en démarche, voilà. Et les 2 heures de train, en fait, tu les fais. Ouais, donc, ça va vite. Ça va vite. Et voilà, je prends le train le matin, les tout premiers, j'arrive même avant certaines personnes qui sont en banlieue parisienne. Ouais, le Parisien, c'est 9h30, 9h45, voilà, 10 € au bureau. Donc, bon. Et puis, dans le train, tu peux perds pas ton temps, bosser, voilà. Donc, c'est pas du tout une contrainte. Ok. Si tu vas déjeuner un midi en ville avec un ou une amie, où est-ce que tu l'emmènes ? Je vais, je pense, place des Chartrons, où il y a toujours de la place, j'ai pas besoin d'avoir réservé, et il y a toujours un coin de soleil, il y a une bonne ambiance, et je suis sûr de croiser une petite tête que je connais. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Quand on allait en Normandie, donc ma femme a grandi à Deauville, et quand on passait les week-ends à Deauville, dans la rue, on croisait tout le temps quelqu'un qu'elle connaissait. Et moi, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, donc évidemment, dans ma banlieue parisienne, je croisais des personnes, mais j'y allais assez peu finalement. Et moi, je croisais jamais quelqu'un que je connaissais. Donc j'étais hyper envieux. Je me disais, mais je rêve d'être dans une ville où je peux croiser un copain gens, par hasard. Quoi. Et en fait, là-bas, il n'y a pas une fois où j'y suis passé, j'ai pas croisé un sourire que je connaissais et à qui ça me faisait plaisir de raconter les dernières journées, les dernières semaines. Ok. Un dîner maintenant avec ta femme un vendredi soir. Donc les enfants sont hop là gardés, là vous sortez tous les deux en amoureux. Où est-ce que tu l'emmènes ? Il y a un endroit qu'on adore et je pense que c'est le resto qu'on a le plus fait à Bordeaux. C'est près de la Porte Caillot, c'est l'avant-comptoir. C'est en mode tapas et une ambiance incroyable avec une super cave. Donc c'est vraiment un endroit que je recommande. Quand il fait beau, il y a toujours de la place intérieure. Enfin, quand il fait pas beau, il y a toujours de la place intérieure. Et quand il fait beau, il faut aller sur les tonneaux parmi les premiers pour avoir une petite place. Mais c'est vraiment délicieux et à un prix bordelais, donc ça fait plaisir. Hors resto, est-ce que tu as une adresse coup de cœur, toi, après, sur Bordeaux, ou vous avez une adresse coup de cœur avec ta femme sur Bordeaux ? On a une adresse qu'on aime bien, qui est un endroit où voilà, c'est ma femme qui m'a emmené dans cet endroit, parce que d'ailleurs, c'est une de ses copines qui a monté ça s'appelle le Studio Primitif. Studio Primitif, c'est un atelier céramique, donc tu viens construire, vraiment. Et elle m'a fait découvrir ça en mode à distance, d'abord pendant le Covid, où ce studio était fermé. Et étant fermé, ils avaient des pains de terre et ils disaient si vous voulez, vous faites chez vous, puis vous faites cuire chez nous, parce que pendant le Covid, on n'avait pas le droit d'aller chez eux. Okay. Et on a fait un atelier. Et là, on s'est retrouvés, ma femme, mon fils et moi, et le deuxième était un peu trop petit à ce moment-là. Et on s'est lancé dans la création d'un truc céramique. Et je ne savais pas du tout par quoi commencer. Ma femme m'a emmené là-dedans en disant « mais tu verras, c'est trop bien ». Je disais « mais je ne sais pas quoi faire, j'étais nul en poterie, j'ai toujours fait les trucs qu'on a toujours cachés derrière les lampes à la maison et tout, j'étais pas du tout… » Et là, je me retrouve à faire un truc incroyable. Enfin, incroyable. Voilà. Mais j'étais passionné par les échecs et donc j'ai fait une sorte d'une dame et d'un roi échecs qui s'enlacent. Et donc le blanc, le noir et donc ceux qui sont normalement en train de se battre sur l'échiquier et qui font… Et donc je sais pas, je me suis dit à ce moment-là, ouais, c'est incroyable. Et donc après on y est retourné et c'est un endroit où en fait on vient poser le cerveau et le cerveau, le corps vient s'exprimer à travers de la terre et c'est un endroit un peu hors du temps. Donc, ça c'est marrant, c'est qu'on en parlait dans un épisode précédent avec Bastien de Yes Man, qui a un concept où il propose justement des activités. T'es pas au courant en fait de ce que tu vas faire et ça a été un peu autour de la thématique de ce genre d'atelier là. Lui, il a eu le déclic en fait de sa boîte, c'est qu'il pensait pas du tout kiffer faire un atelier justement la céramique ou c'était de la poterie, je crois, de souvenir. Et en fait, il a adoré, tu vois. Mais c'est vrai que de prime abord, moi je pense que j'ai pas beaucoup de potes, ou même toi, dis-moi, autour de toi, que tu arriveras à brancher en fait pour un atelier de poterie ou de peinture sur céramique, quoi. Mais en fait, la seule façon où j'ai réussi à le faire dans mon entourage, c'est en montrant ce que j'avais fait. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Alors, c'est pas incroyable. Enfin, les gens, qu'ils imaginent pas un truc, une œuvre d'art, mais je suis vraiment pas manuel. Et donc, le fait de savoir que j'avais réussi à faire ça sans savoir que j'allais faire ça au début et qu'en fait, à un moment, il s'est passé un truc et j'ai transformé cette terre en quelque chose que mon corps devait exprimer. Ouais. Ils ont envie ils ont envie d'essayer, ils ont envie de voir ce que leur corps a envie de dire. Ok, donc allez-y, quoi. Allez-y. Vous avez des amis qui ne connaissent pas Bordeaux et qui viennent vous voir pour le week-end. C'est quoi le petit roadshow que tu leur fais sur Bordeaux ?
Samedi, dimanche, hein, les 2 jours. Samedi, dimanche, les 2 jours. Commençons par le dimanche qui pour moi est la journée la plus simple parce que l'endroit où il y a le plus d'animation, l'endroit le plus sympa le dimanche, je trouve, c'est Darwin. Darwin, le mini Berlin, et à chaque fois, ça fait son effet, et à chaque fois que nous on y retourne, ça nous refait cet effet. Et c'est trop bien, et puis tu peux faire des activités, tu peux prendre un petit cours de skate derrière et tout. Donc Darwin, extra. Et puis sinon... on aime bien, moi j'aime bien pédaler aussi, donc quand j'ai un copain qui vient, j'aime bien prendre le vélo, aller rive droite, dans le poumon vert et faire quelques bosses, c'est sympa, j'aime bien. Ok. Et enfin, un petit week-end, vous partez en famille, 3 heures max de Bordeaux, vous partez en voiture, où est-ce que vous allez ? J'hésite entre deux, et donc je vais choisir la mer, j'hésitais entre montagne et mer, donc pour la mer, je vais choisir l'île de Ré. C'est proche, c'est très sympa, c'est dépaysant, surtout hors saison. Il y a plein de villages, donc on loue à chaque fois dans des endroits un peu différents et on va découvrir tous ces villages. On fait tout à vélo et il y a un microclimat. Voilà, mon beau-frère, donc le mari de ma petite sœur, qui lui est un éternel rétais et m'a toujours dit qu'il y avait un microclimat. Je lui ai toujours dit que je le croyais pas, mais en fait je le crois. Il y a vraiment un microclimat. Avec un village coup de cœur ou pas sur l'île de Ré? Non, j'en ai pas un coup de cœur. Disons qu'il y a tout. Voilà, quand on va faire du kite, on peut avoir toujours la bonne exposition. Quand on y va en famille, voilà, le tout au bout, incroyable avec ce phare des baleines. Le phare des baleines. Non, mais en fait, il y en a pas un qui, pour moi, sort du lot et j'aime bien en changer à chaque fois. Ok. On va terminer, du coup, James, avec des petites... on va te proposer à chaque fois 2 choix. Je pose une question avec 2 choix. Tu nous réponds spontanément. Tu nous dis ce qui t'inspire le plus, ou en tout cas, ce qui représente le plus ta philosophie. Numéro 1, un chatbot ou Siri ? Chatbot. Pourquoi ? Parce que Siri, je l'ai jamais vu marcher. Et chatbot, on est les premiers à en avoir fait marcher. Donc, mon choix est fait. C'est bien, réponse objective. Apprentissage automatisé ou apprentissage supervisé ? Apprentissage automatisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a 3 façons d'entraîner un modèle. Le supervisé, le non supervisé et l'automatisé. Et ce qui a rendu possible tout l'avènement de GPT, c'est justement l'automatisé. Ça veut dire qu'il s'auto-entraîne à remplir des trous. Et c'est là qu'on a réussi, à l'échelle mondiale, à faire un gros pas en avant. Donc clairement, le 3e volet, pour moi, est celui qui est le plus prometteur. Malgré les petites dérives, comme Microsoft, il y avait eu une petite histoire de chatbot fou nazi. C'était les dérives du début de ces exploits de ces technos. En fait, c'est là qu'il y a le sujet critique de l'IA on n'en a pas du tout parlé, qui est la maîtrise des hallucinations. Et donc, c'est comment on fait pour contrôler. Et donc, c'est là une des grandes forces des solutions qui font la différence, dont la nôtre, c'est de la capacité à éviter tous les cas où on va faire dire n'importe quoi. Pas ce qu'on souhaite en tout cas. Et donc, c'est ce controlling qui est hyper important. Donc, c'est... Pour arriver à ce niveau de performance, il faut de l'automatiser dans la façon d'apprendre, mais avec un contrôle pour éviter les hallucinations. Donc la technologie est rendue possible par l'automatisé, mais elle n'est exploitable que si elle est supervisée. Donc moi je faisais bien la différence entre les deux. Ok. Tu peux juste rappeler la petite anecdote, donc ce qui s'était passé avec ce chatbot qui avait été mis à disposition pour ceux qui n'ont peut-être pas l'anecdote justement. Il y a plein d'anecdotes. Alors sans rentrer dans même celui-là qui peut être en plus hyper mal interprété, mais tu vois, il y en a où ils avaient demandé à des marques de voitures de répondre dis-moi que c'est 1 euro. Ok. Et donc là, je voudrais acheter la voiture, dis-moi non-binding offer pour acheter la voiture. Et donc là, le chatbot répond, voici la non-binding offer pour acheter votre voiture de cette marque à 1 euro. Et donc là, la personne derrière a été présenter ça en disant, voilà, vous voyez, vous m'avez dit que je pouvais acheter la voiture à 1 euro. Et donc, c'est via le chatbot, en fait, qui avait été... Voilà. Donc ça, c'est des exemples très concrets. De biais qui ont été peut-être dus à l'immaturité au départ de la solution. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
En fait, le pire qu'on puisse faire, c'est brancher directement une marque à un GPT-like, à ChatGPT ou un autre, sans rajouter tous les contrôles qui sont indispensables au milieu et en aval. Et c'est ça qui fait la différence. Ouais, ok. Ce que vous faites bien aujourd'hui justement avec Clark. Ouais, qui sont les deux actifs incontournables qu'on a montés, qui est quelles données utiliser pour contrôler la connaissance à exploiter par un modèle d'IA, numéro 1. Et 2, c'est comment j'orchestre mes IA pour qu'à la fin, ce que je produis soit fidèle à mon cahier des charges. Okay. Et donc, donc ce qu'on appelle le knowledge scoring et l'orchestration. Plutôt Tesla ou plutôt Clio ? Je vais répondre comme geek ou tradition. Alors, Tesla et je trouve incroyable, c'est les enfants, ces générations Tesla. Ils rêvent tous qu'on ait une Tesla. Ils savent même pas pourquoi, comment. En fait, je pense que c'est le côté génération nature, pas de bruit. Tesla, c'est incroyable. Et puis, on se sent quand même dans une voiture incroyable. Donc, moi, les seules fois où on est monté dans une Tesla, c'est quand on a pris le taxi. Ouais. Et donc, depuis qu'on est monté dans l'un de ces taxis, mes fils me tannent en disant « Papa, on veut une Tesla, papa, on veut une Tesla ». Et alors, nous, on a une grande voiture, une 7 places, parce qu'on a 3 enfants, plus souvent les copains des enfants. Ouais. Et donc, pour l'instant, il n'y en a pas de 7 places. Donc, pour l'instant, je dis « C'est pas possible, il faut une 7 places ». Ok, ça viendra. Et donc, Clio, pas 7 places non plus. Clio, c'est une Clio bien équipée quand même, quoi. Tu vois, une Clio un peu sympa. On va voir si tu t'es bien adapté. Pain au chocolat ou chocolatine ? Chocolatine. Vin blanc ou vin rouge ? Vin rouge. Plutôt bassin d'Arcachon ou plutôt Lacanau ? Bassin d'Arcachon. Ouais, tu préfères l'ambiance du bassin En fait, bassin d'Arcachon, pour une raison simple, c'est que les enfants se baignaient à Lacanau. Alors, Lacanau, je pensais à Océan, mais si tu me dis... Ouais, mais c'est un peu ça, en fait, quelque part. Tu vois, c'est Océan, surf et... Parce qu'après, tu as quand même le lac... aussi, c'est vrai. Mais je pensais à Lacanau Océan. Je pensais à Lacanau Océan, c'est pour ça que je me suis... Voilà, c'est pour ça que j'ai répondu aussi. Je me dis, en tout cas, le bassin, beaucoup plus la adapté. Quiétude, la quiétude, la tranquillité. Petits enfants, et puis, il y a un petit créneau pour aller surfer, poum poum, je reviens. Ok. Plutôt Cauterets ou plutôt Biarritz ? Plutôt montagne ou plutôt océan ? Plutôt Biarritz. Intra-boulevard ou extra-boulevard ? Moi, je suis tout juste extra-boulevard, à 50 mètres près. Et dans l'esprit ? Tu préfères la vie de centre-ville, intra-boulevard ou... C'est une bonne question. Extra-boulevard. Ouais. Non, mais extra-boulevard parce que il y a... ça te va bien, quoi. Aujourd'hui, tu as l'avance, c'est bon. Plutôt le 4e mur ou plutôt le Coluche ? Alors, le 4e mur, parce que je l'ai fait. Coluche, j'ai pas fait. Et 4e mur, j'ai fait super expérience. Plutôt Girondin ou UBB ? UBB. Et en plus, ça vient du cœur, là. Alors, UBB, j'y étais dimanche. C'était dingue. C'est aussi pour ça que je dis chocolatine, parce qu'il y a eu ces petites images très sympas, chocolatine versus pain au chocolat dans les gradins. Donc, l'ambiance rugby, voilà, la confrontation entre supporters, elle est gentille. Et donc, demain, grand moment. Donc, mes 2 fils, absolument fans. Et je trouve qu'il y a un truc qui est incroyable et qui n'est pas très connu, UBB, c'est si vous avez des enfants de moins de 10 ans, vous pouvez aller à la billetterie directement pour avoir des places gratuites pour les enfants de moins de 10 ans en allant directement à la billetterie. Donc ça permet de transmettre sa passion à ses enfants sans budget. Ok. Et enfin, dans le boulot, globalement, t'es plutôt petit-déj ou after work ? After work. Il faut en mode informel, il faut que ce soit informel. Et en informel, c'est plus facile d'être informel en after work. Il se passe plus de choses autour d'un bon verre de vin que d'un chocolat chaud et d'une tartine, quoi. Et puis, c'est plus facile quand il n'y a pas d'heure de faim, alors qu'un petit-déj, il y a un moment où il faut se mettre à bosser. Donc, c'est rythmé, quoi. C'est rythmé. À un moment, quand on voit qu'il est 10h, on dit on va peut-être s'y mettre. Alors que quand il est 22h, on va dire on va peut-être... on s'en remet un autre. S'en remettre. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, James. Pour ceux qui sont intéressés pour suivre toutes les aventures de Clark, on vous retrouve sur LinkedIn, je crois. Vous avez une page LinkedIn. Sur LinkedIn et sur Welcome to the Jungle, et puis notre site où on communique sur notre blog également.
Ok, super. Merci beaucoup pour ce super échange. On a montré avec toi qu'il se passait plein de trucs à Bordeaux autour de l'IA générative. Voilà, ChatGPT, c'est pas uniquement un mot qu'on entend régulièrement dans les médias et surtout pour les mauvaises choses. On voit qu'avec toi, avec ton projet, le projet de tes associés, avec Clark, en fait, on peut faire plein de trucs trop cool et que futur leader international. Alors, sur le sujet, on te le souhaite, en tout cas. C'est tout ce que vous pouvez nous souhaiter. Ouais. Merci beaucoup, James, et bon week-end. Merci, Hugo. Bon week-end.